Bienvenue donc pour cette masterclass autour de l'IA générative et de la réponse de la France sur le sujet. Je pense que les gens qui sont ici connectés le savent déjà. L'IA générative est en train, en quelque sorte, de révolutionner un peu les choses. C'est une technologie qui est de rupture, qui porte beaucoup de promesses, à la fois sur le plan économique et sur le plan social. Et donc, du coup, pour nous présenter un peu la stratégie de la France autour du sujet de l'IA générative, nous avons avec nous donc, Guillaume Avrin, qui est coordonnateur national pour l'IA, et qui va donc, vous présenter la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle avec quelques slides. Et ensuite, on répondra donc aux questions qu'il pourra y avoir et que vous pouvez me laisser dans discussion. Et on avancera. Je vais laisser la parole à Guillaume. Super, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Vincent pour l'invitation. Ravi d'avoir l'opportunité de faire de cette masterclass dans le cadre de BIG et d'avoir cet échange avec toi Vincent autour de l'IA générative. Donc, comme tu le disais, l'objectif ça va être de rappeler assez rapidement la stratégie nationale pour l'IA et en particulier avec un focus sur l'IA générative. Et puis ensuite on pourra répondre aux questions des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une rapide présentation de mes missions à la Coordination nationale pour l'IA. Alors je les ai, prises en janvier 2023. Il y a 3 missions principales. Une première mission qui est une mission d'investissement qui est donc avec un budget d'1,5 milliard d'euros pour accompagner les stratégies de développement de nos acteurs de notre écosystème national en IA, aussi bien sur les aspects offre que sur les aspects demande, l'intégration des technologies d'IA dans nos entreprises. Et ça peut être aussi bien de la subvention que de la commande publique et de l'investissement en capital, de manière à s'assurer qu'on a un effort qui va dans la même direction pour avoir un réel impact sur le développement de nos entreprises et de l'écosystème IA. Une deuxième mission qui est une mission de coordination interministérielle, de manière à s'assurer que justement l'action publique au sein des différents ministères va bien dans la même direction, qu'elle est cohérente pour maximiser l'impact de l'action publique en IA. Avec donc, on a un comité pilotage, un comité stratégique au sein de la stratégie nationale pour l'IA qui se réunit une fois par mois, qui représente 8 ministères, les principaux ministères concernés par l'IA, de manière justement à définir en commun les stratégies, les orientations de la France sur l'intelligence artificielle et ensuite mettre en œuvre les différents dispositifs associés. Troisième mission, une mission d'animation d'écosystème, donc de mise en relation, de participation à des échanges, à des sessions de brainstorming pour justement définir ces orientations stratégiques et je dirais pour essayer d'obtenir un véritable effet réseau, qui est quelque chose, on le sait, qui existe, qui fonctionne bien dans la Silicon Valley avec tout le monde qui se connaît, avec des transferts de collaborateurs d'une startup à une autre, ce qui favorise le partage d'idées, ce qui favorise la mise en place d'offres communes. Et on veut absolument mettre en place cet effet réseau en France de manière à pouvoir justement agir tout l'écosystème en commun pour avoir un véritable impact sur l'IA. Bon, je ne m'étends pas plus sur cette session introductive pour vraiment traiter du sujet qui vous intéresse, l'IA générative, la stratégie IA et en particulier la stratégie nationale pour l'IA générative. Donc, on a on a donc, pour la stratégie nationale pour l'IA, le lancement a été fait en fait, suite à la remise du rapport Villani en mars 2018 avec, un titre qui était «Donner un sens à l'intelligence artificielle», avec une première la première phase qui a été lancée, heu, tout immédiatement suite à la remise de ce rapport avec un budget d'1,85 milliard d'euros, avec l'objectif de structurer, l'écosystème IA national, c'est-à-dire, finalement rassembler nos forces, chasser les doublons, mettre en place des communs pour le développement de l'IA sur le territoire national. Et je pense que parmi les livrables les plus connus, on peut notamment citer le supercalculateur Jean Zé, qui est très utilisé par l'écosystème IA français, aussi bien par les laboratoires académiques, les laboratoires de recherche que par nos entreprises. Donc c'est un livrable qui est très apprécié de la part de l'écosystème. On a eu également la mise en place des 4 instituts 3IA, là aussi pour avoir des lieux de recherche d'excellence sur le territoire national
international, de visibilité internationale, de manière à pouvoir attirer les meilleurs talents, aussi bien en termes de jeunes chercheurs ou éventuellement même d'étudiants qui souhaiteraient participer à des activités de recherche que de chercheurs de renom qui seraient des Français expatriés ou des acteurs internationaux qui souhaiteraient effectuer la suite de leur recherche en France. Donc les instituts 3IA, des programmes doctoraux, plus de 300 qui ont été lancés, et également des grands défis IA dont un qui est particulièrement connu, IA de confiance, avec le programme Confiance AI qui vise au développement sûr de l'intelligence artificielle. Donc ça nous a amené jusqu'à mi-2022. Enfin, la phase 2 a été énoncée en novembre 2021, mais réellement lancée mi-2022. Elle est dotée d'un budget d'1,5 milliard d'euros. J'en assure, comme je le disais, la coordination depuis janvier 2023. Et là, l'objectif, étant donné qu'on s'est structuré dans le cadre de la première phase, étant donné qu'on s'est mis finalement en ordre de bataille, l'objectif de la deuxième phase, c'est de passer à l'action, c'est d'aller remporter les zones d'intérêt les unes après les autres en fonction de nos priorités stratégiques. Et donc le titre de la phase 2 de la stratégie nationale pour l'IA, c'est diffuser l'IA dans l'économie. Donc toute notre action doit viser à atteindre cet objectif de diffusion. On a également donc bien sûr une bonne coordination et des échanges réguliers avec la coordination européenne pour l'intelligence artificielle, le plan coordonné de l'UE sur l'IA, avec les programmes Horizon Europe, Digital Europe. On pourra revenir sur également les principaux livrables ou les principales collaborations qui ont été mises en place dans ce cadre. Et puis bien sûr, il y a le partenariat mondial pour l'IA, le PMIA ou le GPI en anglais, qui est finalement notre première instance de collaboration internationale pour définir une gouvernance de l'IA, pour finalement éviter que le marché se fragmente et que chacun finalement se renferme sur des écosystèmes de valeurs qui sont les leurs et qui ne sont pas partagés à l'international, ce qui du coup empêcherait la proposition d'offres qui répondrait à l'ensemble de nos besoins internationaux pour l'IA. Donc un lieu de discussion sur la formation, sur le partage de communs, etc. Il y a également bien sûr le groupe de travail IGO à l'OCDE, l'Hiroshima Process en ce moment au sein du G7, en lien avec l'OCDE et le GPI justement autour de ces sujets de la gouvernance internationale de l'IA générative qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Il y a d'autres exemples d'instances internationales sur lesquelles on intervient pour collaborer avec nos partenaires. Euh, voilà, donc en ce qui concerne la phase 2 de la stratégie nationale pour l'IA, comme je le disais, son objectif, c'est diffuser l'IA dans l'économie et donc on va activer pour cela 3 leviers principaux, qui nous sont semblés essentiels pour atteindre cet objectif. Un levier, formation des talents et des compétences en IA, un levier, soutien à l'offre deep tech, donc vraiment, c'est toute la composante offre, de notre stratégie nationale pour l'IA et un levier rapprochement entre l'offre et la demande pour aller intégrer les systèmes d'IA dans nos entreprises. On va revenir en détail sur ces 3 leviers dans les prochains slides. Heu, En ce qui concerne le levier, formation, donc il est doté d'un budget de 700 millions d'euros au sein de la stratégie nationale pour l'IA, ce qui montre l'importance que l'on accorde à ce sujet de la formation, qui semble essentiel à la fois pour développer des systèmes d'IA, mais aussi pour les intégrer dans nos entreprises. Et du coup, on fait 2 distinctions. On a 2 dispositifs principaux dans le cadre de ce levier. Un premier dispositif qui s'appelle, appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, l'AMI-CMA, qui est doté de 200 millions d'euros avec un objectif de massification des formations en intelligence artificielle. Donc en fait, n'importe quel établissement de formation, que ce soit de formation initiale ou de formation continue à tous les niveaux de l'enseignement supérieur, du bac au bac plus 8, et donc comme je le disais, de la formation tout au long de le cycle de vie, peut déposer un dossier à ce guichet de manière à massifier la formation en IA. Et on a également un volet dit excellence, où là, on va cette fois-ci cibler un nombre restreint de lieux totems sur le territoire national avec le dispositif IA Cluster. C'est des lieux totems qui vont être en mesure d'associer la formation d'excellence à la recherche d'excellence en IA, avec l'idée que, en fait, il y a un certain nombre de formations, notamment de nos experts et spécialistes de l'intelligence artificielle, qui ne peuvent pas être déconnectés des plus récents progrès technologiques réalisés en IA, typiquement sur les progrès associés
associés aux transformers, aux modèles de diffusion, dans ce qui concerne le domaine de l'IA générative. Et donc, on a besoin que les chercheurs qui interviennent sur ces sujets soient aussi ceux qui interviennent en tant qu'enseignants pour transmettre cette information aux nouvelles générations, aux nouveaux experts de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le dispositif Excellence et donc de visibilité européenne et internationale. Là aussi, toujours avec cet objectif d'attirer les meilleurs talents et les meilleurs enseignants, professeurs internationaux de l'IA. Et donc, on s'intéresse aux formations d'experts et spécialistes de l'IA, mais également de ce qu'on appelle les IA plus X, c'est-à-dire les acteurs qui ont déjà un domaine de compétences, un domaine d'expertise dans leur métier d'origine. Ça peut être des médecins, des avocats, des pharmaciens, des chargés de maintenance dans les entreprises, qui vont compléter cette formation initiale avec une formation en intelligence artificielle, de manière à pouvoir déjà, d'une part, bien sûr, intégrer cette techno dans leur métier au quotidien, mais aussi parce que c'est compliqué d'être compétitif quand on développe, une caméra intelligente, pour la reconnaissance de défauts sur des pièces automobiles, si on n'a aucune compétence, dans, le contrôle non destructif de pièces et dans même le fonctionnement des processus industriels de nos entreprises. Donc, le fait d'avoir, ces profils qui ont une double compétence, c'est aussi un énorme accélérateur de développement d'une offre qui répond à un besoin réel de notre tissu industriel. On va passer, au deuxième levier, le levier, soutien à l'offre deep tech. Bon alors le slide est un peu dense, je vais, c'est le détail des dispositifs déjà, présents dans ce soutien à l'offre deep tech, mais je vais le présenter assez simplement. Il y a 4 axes stratégiques dans le cadre de ce soutien à l'offre deep tech. Le premier axe, c'est l'IA embarquée. L'IA embarquée parce que, ça répond à un besoin justement de notre tissu industriel. Il y a énormément d'entreprises qui ne sont pas, en mesure de passer par des clouds et en partie des clubs extra-européens pour pouvoir faire tourner des modèles d'intelligence artificielle pour répondre à leurs besoins, aux besoins de leur entreprise. Donc, on a besoin de faire du on-prem, on a besoin de faire tourner des modèles au moins pour l'inférence en local. Et donc, on a un gros enjeu de l'embarquer. Il y a aussi un enjeu de l'embarquer dans l'industrie des transports, aussi bien le transport terrestre qu'aérien et marin ou sous-marin. Donc on a également, on est compétitif sur ces sujets, on a une industrie compétitive sur ces sujets, donc on a envie aussi de s'assurer qu'on est capable, dans les générations de demain, de ces systèmes de mobilité, intégrer des technologies d'intelligence artificielle. On va financer avec le PIEC, avec Deep Green, toute finalement la chaîne de valeur de l'IA embarquée pour optimiser, les déploiements de technologies embarquées, dans nos systèmes complexes. Deuxième axe, l'IA de confiance. L'IA de confiance parce qu'il n'y aura pas de succès commercial de l'intelligence artificielle si on n'a pas d'acceptabilité de cette technologie. Il faut que, on soit en mesure de maîtriser, d'apprécier la performance, la robustesse, la résilience, le caractère éthique des traitements réalisés par, les technologies artificielle. Sinon, bah, on sera pas, mobilisé ou motivé par une intégration large de ces technologies dans nos entreprises, dans notre quotidien. Et donc il y a un véritable enjeu autour de l'IA de confiance avec je parlais tout à l'heure de collaboration avec l'Europe. Un des gros dispositifs lancés, par Digital Europe au niveau européen, c'est ce qu'on appelle les Testing and Experimentation Facilities for AI, les TEF. Nous, côté France, on a mis 35 millions d'euros sur le sujet, mais c'est une initiative à 600 millions d'euros au niveau, européen. Donc 600 millions d'euros, j'en profite pour glisser ça. C'est quand même le plus gros investissement sur le sujet de l'IA de confiance, au moins au niveau européen, y compris, Royaume-Uni et peut-être même le plus gros investissement de ces dernières années, à l'international. Donc on a, sur la sûreté de fonctionnement de l'intelligence artificielle, finalement l'Europe est plutôt en avance. On a d'autres dispositifs, un dispositif qui est en cours, que Vincent connaît bien sur, les démonstrateurs pour l'IA de confiance, pour l'intégration justement de briques technologiques de confiance dans des systèmes complexes. L'objectif, c'est de se dire, il y a eu justement le grand défi IA de confiance qui avait vocation à couvrir le développement sûr des technologies d'IA sur des TRL, compris mettons entre 1 et 6 et on a besoin maintenant d'aller, compléter la chaîne de TRL pour aller jusqu'à vraiment l'intégration dans un système complexe et la mise en conformité, l'obtention typiquement du marquage CE de cette technologie. Et donc ce dispositif qui avait été annoncé par, le ministre Barrot, fin mars, 2023 si je ne me trompe pas, il a justement vocation à franchir ce dernier gap de TRL. Il est encore ouvert actuellement, donc n'hésitez pas à vous positionner sur le sujet. Sur l'IA frugale, parce que en fait, on a besoin que cette diffusion de l'IA dans l'économie, qui est le titre de la phase 2, on a besoin qu'il soit soutenable.
Sinon, ce sera une initiative de court terme et ce n'aura aucune pérennité. Et pour qu'il soit soutenable, il faut que les technologies d'intelligence artificielle qui soient déployées soient le plus frugales possible en fonction des objectifs visés. La frugalité, elle est sur les calculs d'inférence, elle est sur l'entraînement des modèles, elle est sur le stockage des données. Moins on aura besoin de consommer des données, plus cette IA sera frugale. Et ça répond, il faut voir qu'il y a vraiment une cohérence absolue entre la frugalité de ces systèmes d'IA et leur compétitivité économique. Si une IA a besoin de consommer moins de données, coûte moins cher pour le stockage, moins cher pour l'inférence, moins cher pour l'entraînement, c'est une IA qui est compétitive, qui s'exportera plus, qui sera davantage intégrée dans nos entreprises. Donc il y a aussi cet enjeu associé à ce volet IA frugal. Et donc plus récemment, ça a été annoncé par le président à Vivatech le 14 juin. On a lancé un nouvel axe associé à ce soutien à l'offre Deep Tech sur l'IA générative, avec un appel à projet commun numérique pour l'IA générative qui est ouvert actuellement jusqu'au 24 octobre. Et donc, voilà, c'est de la même manière, n'hésitez pas à y répondre. C'est un appel qui a vocation à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA générative, donc de la constitution de bases de données pour l'entraînement des modèles génératifs, jusqu'à la définition d'API et d'outils pour évaluer, pour caractériser ces IA génératives, en passant bien sûr par le pré-entraînement de modèles, le fine-tuning de modèles, etc. Donc toute la chaîne est concernée. Par contre, il faut que ce qui est développé, les briques qui sont développées dans le cadre de cet appel soient partagées. C'est pour ça qu'on appelle ça un commun numérique. Donc on a un budget de 40 millions d'euros sur le sujet. Et par ailleurs, c'est également annoncé par le président, on travaille sur la mise en place d'un grand challenge lié à l'IA d'usage général, ce qui comprendra des aspects IA générative, avec justement la volonté alors que le premier dispositif est plutôt bottom-up, c'est-à-dire qu'on n'impose pas de cas d'usage pour vis-à-vis des solutions d'IA générative qui sont développées. Dans le deuxième dispositif, c'est plutôt top-down, dans le sens où on va identifier un certain nombre de domaines d'application de l'intelligence artificielle générative qui nous semblent stratégiques pour la France et pour nos partenaires économiques. Et donc, on va, autour de ces sujets stratégiques, mettre en place des campagnes d'évaluation, comme par exemple celle du NIST et de la DARPA, qui sont assez connues à l'international, de manière à, dans un sentiment de compétition, benchmarker différentes solutions pour répondre à une problématique donnée et susciter une émulation collective. Mais on reviendra prochainement vers vous sur ce sujet de grand challenge. Et puis, le dernier point que j'ai mis ici, le post-IAG, c'est pour dire que effectivement, il y a un certain rattrapage, on peut le dire, à faire, sur l'IA générative, par rapport à nos concurrents internationaux. C'est pas un gros mot, le rattrapage. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que quand on est en rattrapage, ça coûte moins cher. Mais par contre, il y a un véritable enjeu de se positionner sur le sujet, et ensuite d'aller vers les nouvelles innovations de rupture. Enfin, et je dis ensuite, c'est peut-être certainement en parallèle. Donc, trouver les bons couplages entre l'IA générative et les systèmes mécatroniques, l'IA générative et le lifelong learning, par exemple. Et donc, on va mobiliser nos initiatives de recherche d'excellence dans le cadre de la stratégie nationale pour l'IA, notamment le PEPR qui est doté de 73 millions d'euros, et IA Cluster dont je vous parlais tout à l'heure, les lieux totems de la recherche et de la formation d'excellence en IA sur ce sujet du post-IA génératif. Et donc, sur le dernier levier de la stratégie nationale pour l'IA, le rapprochement entre l'offre et la demande, l'objectif, c'est de mobiliser l'ensemble des intermédiaires qui ont vocation à sécuriser la relation client-fournisseur en IA, pour justement faire de l'IA un succès commercial. On a besoin d'assureurs, on a besoin que les compagnies d'assurance acceptent d'assurer des dispositifs médicaux intelligents ou des véhicules autonomes pour que ces systèmes soient déployés. Si les assureurs ne sont pas capables de proposer des offres d'assurance pour ces produits, il n'y en aura pas sur le marché. De la même manière, on veut que les organismes notifiés, les autorités notifiantes, les centres des souhaits se positionnent sur ces sujets, les avocats, les juges, etc., de manière parce qu'il y aura des contentieux associés à la maturation de ces technologies. Et donc, on a besoin que tous ces acteurs, tous ces intermédiaires montent en compétences. Je vais pas, on va laisser du temps pour les questions, donc je vais passer rapidement sur ce dernier slide, mais parmi tous les enjeux de le rapprochement entre l'offre et la demande, il y a la mobilisation de nos forces vives pour faire de la prospective, pour faire de l'anticipation, donc en particulier avec nos communautés SHS, un dispositif IA Booster France 2030 pour réaliser des POC de systèmes d'intelligence artificielle dans nos entreprises pour accélérer l'intégration de l'IA au sein de ce tissu industriel. On va mobiliser les acteurs du transfert entre la recherche et les entreprises. Une grosse action qui a été annoncée par le président également à Vivatech sur nos infrastructures de calcul
calcul pour l'intelligence artificielle, avec à court terme une extension de janvier dotée de 40 millions d'euros et ça c'est en lien avec la stratégie cloud, la mise en place du premier supercalculateur exascale français à horizon fin 2025, début 2026 et et j'ai dit que je serais rapide et je suis long, pour terminer, donc bien sûr la constitution d'infrastructures de données. On travaille sur une grosse initiative au niveau européen sur le sujet. Je vous en dirai plus lors d'une prochaine occasion. Et puis le renforcement de nos outils partagés, nos communs nos logiciels autour de l'intelligence artificielle, notamment l'extension de scikit-learn, mais on pourrait aussi parler de QuantStack qui travaille sur la maintenance et le développement de Jupyter. On a Coda Bench sur un équivalent de Kaggle pour l'évaluation de technologies d'intelligence artificielle, des solutions qui sont développées en France et sur lesquelles on peut capitaliser. Voilà, j'en ai fini pour la présentation et à votre disposition pour les questions. Super, merci Guillaume. Donc on a effectivement déjà plusieurs questions assez intéressantes. Alors il y en a certaines, il y a peut-être eu la réponse dans tes slides. On va quand même revenir sur les questions, je pense qu'il y a des points abordés qui sont intéressants. Je vais les prendre dans l'ordre, donc c'est pas forcément classé par thématique. La première question de Luc. Bonjour, beaucoup est fait pour développer des licornes via French Tech, TV Tech. Qu'est-il prévu pour aider à développer des sociétés plus matures, rentables et qui développent des plateformes applicatives ou des services de mise en œuvre? Ouais, ben, c'est une très bonne question et c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que on dit souvent que pour 1 euro un euro de chiffre d'affaires, c'est l'équivalent de 6 à 7 euros de subvention. Ce qu'il y a derrière, c'est pas pour critiquer la subvention, on en fait sur des enjeux stratégiques, mais on a conscience que l'essentiel, c'est que nos entreprises trouvent leur marché et donc, enfin, j'ai beaucoup parlé dans ma présentation d'intégration de technologies dans nos entreprises. Et encore une fois, même le fait que le titre ce soit diffusion de l'IA dans l'économie, c'est qu'on a en priorité cet objectif de du développement du marché de l'intelligence artificielle sur le territoire national, parce que ça représente des gains de compétitivité pour nos entreprises, parce que ça contribuera à notre balance commerciale. Et bon, pour utiliser une expression simple, on a conscience que le business par l'IA est un enjeu stratégique pour la France. C'est-à-dire déployer de l'IA dans une entreprise pour contribuer à l'automatisation de nos processus de production, par exemple, ou nos processus d'innovation, exporter davantage et contribuer à notre balance commerciale. Et certainement, le business par l'IA contribue au business de l'IA, puisque s'il y a une demande pour ces technologies d'intelligence artificielle sur le territoire national, bah, du coup, ça permet aussi de développer notre offre avec des solutions françaises qui sont intégrées à ces entreprises. Une autre question sur l'IA de confiance. Est-ce qu'on peut avoir une IA de confiance sans avoir un cloud de confiance ou souverain à niveau? C'est une bonne question également. Alors, le cloud, est-ce que c'est vraiment le sujet? On peut très bien sur l'IA générative, puisque c'est le sujet de cette intervention. Heu, on a mis en place ou on a déjà un exascale, pardon, on a déjà un supercalculateur, Janzé qui est pas encore de classe exascale, mais qui tourne, qui a répondu à des besoins d'entraînement d'un certain nombre de modèles. On pourrait très bien imaginer des fonctionnements où, nos supercalculateurs se rapprochent d'un, fonctionnement type supercalculateur as a service et on passe de l'entraînement des modèles sur ces supercalculateurs as a service jusqu'à, des intégrations dans les entreprises et le calcul d'inférence, lui, se fait on-prem. Enfin, si on prend, nos 2 principaux acteurs du LLM en France, Lighton et Mistral, les 2 proposent des solutions qui fonctionnent on-prem. Donc il n'y a pas besoin de passer par un provider de cloud, pour pouvoir faire tourner ces modèles. Donc a priori, oui, il est possible de faire sans, le cloud pour, certaines approches de l'IA générative. Maintenant, et on est ravis, de ces initiatives, notamment via Iliad avec les récentes annonces, à hauteur de 200 millions d'euros, notamment pour développer le cloud de Skyway. Ça va permettre pour certaines de ces solutions qui justement n'ont pas vocation à être on-prem ou qui peuvent pas se permettre de passer par un supercalculateur public, bah, d'accélérer les développements et l'inférence de ces IA génératives et même de ces plus gros modèles pour répondre à nos besoins nationaux. On a également le OVH Cloud enfin c'est Octave Klaba qui a racheté Quant et donc il y a une collaboration qui se met en place entre OVH Cloud et Quant et ça c'est intéressant de voir nos clouders qui finalement se saisissent pardon des sujets les plus d'actualité sur l'intelligence artificielle pour
amener notre écosystème à se positionner et à remporter la bataille de l'IA générative. Donc voilà, on peut faire sans nos clouders, mais nos clouders sont sur certaines applications, mais nos clouders sont essentiels pour d'autres et on est ravis de voir qu'ils sont extrêmement mobilisés. Il y a une question, comment comparer ces chiffres à ce que font d'autres pays en Europe? Alors mettons de côté les US et la Chine, mais moi j'ai quand même envie d'aller même plus loin, c'est comment est-ce qu'on peut, donc il y a cette question en Europe, mais comment est-ce qu'on peut prendre une place mondiale finalement autour de l'IA et de l'IA générative euh, avec un budget d'un milliard 5 mis sur la table par l'État? Mmh. Ouais, c'est une très bonne question et c'est vrai que, on peut se dire en première approche 1,5 milliard par la France par rapport aux 10 milliards d'euros investis par, Microsoft dans OpenAI, ça fait peu. Maintenant, je pense que ce qu'il faut voir, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau national, déjà on est sur l'IA générative spécifiquement parce que là on vient de parler d'OpenAI, on est plutôt en rattrapage. Bonne nouvelle du rattrapage, comme je le disais, c'est que ça coûte en gros 10 fois moins cher pour obtenir un même niveau de performance. Donc déjà c'est un premier élément qui est intéressant. On a aussi d'autres atouts, notamment le fait que via notre système social de fonctionnement, on a des talents qui coûtent moins cher et donc qui peuvent être mobilisés sur des projets d'ampleur sur le développement de gigamodèles tout en étant compétitifs. C'est d'ailleurs, on l'observe et ça a été le cas de Poolside récemment, ça intéresse des entreprises internationales qui du coup font le choix de venir s'installer en France pour pouvoir bénéficier de l'accès à des talents d'excellence, de l'accès à des justement à des capacités de calcul qui permettent d'entraîner les modèles de dernière génération. Donc ça, c'est un deuxième point. Troisième point, c'est que justement par cet écosystème qui se met en place sur le territoire national, par une approche qui est raisonnée de la réglementation pour s'assurer qu'elle est bien mise au service de l'innovation et voilà, enfin finalement, on arrive à attirer davantage d'investisseurs internationaux. Ça a été le cas par exemple pour Mistral qui avait levé lors de sa première levée en seed 105 millions d'euros. Donc ça aussi c'est positif, ça va être de nature à permettre d'accélérer le développement des acteurs de notre écosystème. Tout n'a pas vocation nécessairement à venir d'un investissement public pour que ces acteurs parviennent à se développer. Et un point qui est essentiel, c'est justement que là, j'ai parlé que de la France. Mais il n'y a pas que la France. Il y a aussi nos collaborations avec l'Europe. Juste pour prendre l'exemple que j'ai déjà donné tout à l'heure sur l'IA de confiance, il faut se rendre compte que bah voilà, à partir du moment où l'Europe décide de se positionner sur un sujet, c'est 600 millions d'euros d'investissement et ça fait de nous le premier, enfin de l'Europe, le premier acteur au monde positionné sur le sujet. Donc on est capable en Europe d'aller mobiliser des capitaux à partir du moment où l'enjeu est identifié comme stratégique. Et donc ça, c'est aussi un élément qui va nous permettre de nous développer. Super. Alors ensuite, on a une question, tu vas peut-être pouvoir nous parler un peu plus d'IA Booster. Euh, des investissements sont prévus pour sensibiliser les managers des entreprises matures à la puissance de l'IA, qui est encore pour beaucoup un truc. Mhm. Ouais. Comment introduire finalement l'IA dans les industries et Mhm. comment réussir à créer des cas d'usage peut-être particulièrement intéressants pour nos entrepreneurs? Mmh. Eh bah, effectivement, tu l'as cité, donc on a ce dispositif IA Booster hein, qui a vocation à, sous 4 types d'offres, à commencer par de la sensibilisation, d'entreprise, justement pour que nos managers, les équipes de direction de nos entreprises puissent, s'approprier ce sujet de l'intelligence artificielle, mais également les équipes qui sont censées, enfin qui vont être amenées à interagir avec l'intelligence artificielle, pardon. Sensibilisation, ensuite la réalisation, enfin l'identification des données disponibles, des infrastructures disponibles au sein de l'entreprise pour déployer des solutions d'intelligence artificielle, donc un premier diagnostic. Ensuite, la réalisation l'identification d'un modèle qui pourrait répondre aux besoins de l'entreprise. Et donc, voilà, on complète finalement cette analyse pour dire, bon, bah oui, effectivement, il y a une faisabilité qui est démontrée du déploiement de cette technologie d'intelligence artificielle pour répondre à mon cas d'usage donné au sein de mon entreprise. Et le dernier aspect, c'est bien sûr la mise en place d'un POC qui vraiment intègre l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise et démontre qu'on a réussi à automatiser la tâche. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà, ce dispositif, et qui donc permet il y a 2000 PME, ETI visées par le dispositif pour accélérer cette intégration de l'IA. Maintenant, on aimerait bien aller plus loin. Bien sûr, pas d'annonce aujourd'hui, c'est plutôt un sujet de brainstorming en interministériel, mais on aimerait bien accélérer encore cette sensibilisation, cette appropriation de l'intelligence artificielle par notre écosystème
Donc il y a plusieurs pistes de réflexion. On pourrait très bien imaginer, par exemple, une plateforme qu'on pourrait appeler Observatoire des maturités, qui aurait vocation à partager de l'information. À partir du moment où on a dérisqué un premier investissement sur un cas d'usage donné, on a démontré par exemple que on pouvait automatiser une tâche de reconnaissance d'amiante dans des images grâce à l'intelligence artificielle. Eh bien, à partir du moment où on a aidé un laboratoire d'analyse d'amiante à réaliser ce premier investissement, en fait, il suffit juste de partager cette information sur la plateforme à l'ensemble des laboratoires d'analyse d'amiante sur le territoire national pour que les autres laboratoires se disent: «Ah mais c'est super, finalement ce cas d'usage a été résolu par l'IA et donc je vais réaliser cette intégration de l'IA dans mon entreprise». Et donc il y a plus besoin d'investissement public ou il y a plus besoin de dérisquer l'investissement puisqu'il y a une démonstration de faisabilité. Donc c'est en fait pour nous, c'est la meilleure manière de passer à l'échelle. Il faut qu'on parvienne à automatiser ou à vérifier l'automatisabilité de chaque première instance de tâches et ensuite laisser faire justement les acteurs privés, les acteurs économiques dans l'intégration de l'IA. La réponse est non, mais on pourrait imaginer d'autres choses. On pourrait très bien imaginer des lieux d'expérimentation de l'intelligence artificielle, y compris pourquoi pas des lieux physiques. Enfin, ce qui était très intéressant avec l'expérience ChatGPT, au-delà de la fonctionnalité de ces transformers sur des interactions de dialogue avec le grand public, enfin avec des individus, c'est justement l'expérimentation grand public. C'est-à-dire qu'on a eu une interface accessible à tout le monde et tout le monde a pu gratuitement expérimenter l'intelligence artificielle, se rendre compte de ses performances, au moins en traitement automatique du langage. Et donc, ça a été, vraiment, c'est un des retours qu'on a eu. Déjà au sein du cercle familial, toutes les générations qui, peut-être pour la première fois, pouvaient avoir des échanges sur l'intelligence artificielle parce qu'ils avaient été confrontés ensemble à ce sujet. Et au sein des entreprises, nos équipes dirigeantes qui ont refait passer le sujet de l'intelligence artificielle en priorité numéro 1 en se rendant compte de la réelle performance actuelle, de l'état de l'art actuel de l'IA. Donc il faut favoriser l'expérimentation. Alors, on pourrait très bien imaginer, des équivalents palais de la découverte de l'intelligence artificielle, de futuroscope avec, un volet IA, je sais pas ce qu'on pourrait imaginer, un Bourget de l'intelligence artificielle plutôt à destination des acteurs industriels et justement pour tout vecteur qui permettra de multiplier les interactions avec l'IA pour justement expérimenter, se rendre compte de la performance et favoriser le déploiement. Ouais, non, non, c'était quand même des pistes Des pistes, mais du super brainstorming, intéressantes. ouais. Ouais, très intéressant. Alors ensuite, toujours sur l'IA, la question que beaucoup se posent, quid de l'impact écologique de l'IA? Donc ce matin, effectivement, il y avait une masterclass qui était sur le pilotage de la décarbonation. Comment est-ce que tu vois, alors déjà, bon, on sait que l'impact de l'IA en termes écologiques est important, en Mmh. tout cas de l'IA générative, Mmh. on ne va pas se mentir. C'est important à la fois en apprentissage, à la fois en inférence, Mmh. c'est un peu la particularité de l'IA générative quand même. Qu'est-ce que pense l'État sur ce point? Ouais. Alors, on travaille beaucoup avec Ecolab, donc avec le ministère de la Transition écologique, sur ce sujet de la frugalité de l'intelligence artificielle. Justement, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, c'est qu'Ecolab, pour le moment, on a travaillé avec eux sur le sujet, et pour le moment, n'est pas capable de dire si l'approche modèle de fondation a un impact positif ou négatif sur l'environnement par rapport à l'approche traditionnelle. L'idée qu'il y a derrière, c'est que quand on fait un modèle de fondation, le pré-entraînement, il se fait qu'une seule fois. Il coûte très cher, il a un impact environnemental, qui est important, mais on le fait qu'une seule fois et ensuite on fait du fine tuning qui est, beaucoup moins coûteux pour l'environnement et en euros. Alors que l'approche traditionnelle, c'était que chaque finalement acteur, développe sa propre solution reconnaissance d'entités nommées, traduction automatique, de diarisation, de transcription et cetera et on avait du coup, 100 000 applications de traduction automatique. Enfin, il paraît que les niveaux de GPT-4 sont tellement bons qu'on a du mal à différencier la traduction intelligence artificielle de la traduction humaine aujourd'hui. Donc, est-ce que avec cette approche modèle de fondation, est-ce que ça sert encore à quelque chose de développer des traducteurs à côté, à moins qu'ils soient spécialisés? Bah, sinon, il y a qu'à à la limite fine-tuner les modèles de fondation pour les spécialiser dans certains domaines. Et ce que je veux dire, c'est que ça change complètement
la chaîne de valeur et le business model de l'intelligence artificielle, cette approche modèle de fondation, et ça pourrait avoir en fait un impact plutôt positif sur l'environnement à partir du moment où justement on arrête de multiplier dans tous les sens le nombre de modèles d'intelligence artificielle pour chaque application spécifique. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que même si on a, je l'ai souligné, un axe qui est dédié à l'IA générative dans le cadre de la stratégie nationale pour l'IA, en fait, tous les autres dispositifs sont éligibles à des projets d'IA générative. Typiquement, IA Booster, si, il s'agit d'intégrer une IA générative dans les entreprises, c'est éligible. Et c'est la même chose pour l'IA Frugal. On a un dispositif qui s'appelle IA Frugal pour la transition écologique des territoires. Donc c'est des projets qui justement sont portés par des collectivités pour mettre l'IA au service des besoins, de la transition écologique, et on pourrait très bien imaginer, des IA génératives, du coup, avec cet objectif de frugalité, qui sont proposés dans le cadre de ce dispositif qui est ouvert, hein. Je vous invite également à y jeter un œil et pourquoi pas à déposer un dossier pour justement à répondre des enjeux de transition écologique. Donc déjà là, on a le double impact sur l'environnement, positif parce qu'on diminue, enfin on augmente la frugalité, et positif parce qu'on contribue à la transition écologique. Ouais. Si je peux rajouter, il y a quelque chose quand même qui est important quand on parle de transition écologique autour de l'IA, c'est que c'est toujours important de se rapprocher et de se comparer à une situation de référence. C'est-à-dire quel était le système sans IA Mmh finalement. mh. Et ça permet malgré tout de voir un peu l'impact écologique sous un prisme un peu différent Mmh. et qui peut être pour le coup positif. Mmh. Ok, ensuite on enchaîne. Est-ce que le supercalculateur Jean Zay est encore compétitif? Alors ça dépend, ce qu'on essaie de faire. Si c'est, en termes de coût, des échos que j'ai, il est hyper compétitif, et d'ailleurs, l'impact environnemental est assez, positif également puisque, du coup les fluides qui sont utilisés pour refroidir le supercalculateur sont utilisés pour chauffer, un certain nombre d'établissements et d'habitations sur le plateau de Saclay. Donc c'est apparemment c'est unique au monde comme installation, et donc c'est une remarque à part. Mais ensuite, donc, je pense que pour des modèles qui ne sont pas, pour des projets qui ne concernent pas le pré-entraînement de gigamodèles, Jean Zay est compétitif en termes de coût, mais aussi en termes de capacité de calcul. Il y a plus de 3000 GPU équivalents à 100. Donc ça permet de répondre à des besoins. Il y a comme je le disais, hein, il y a énormément d'acteurs, y compris de startups, qui utilisent Jean Zay aujourd'hui. Maintenant, pour l'entraînement des gigamodèles, bah, je pense qu'en l'état agenté tel qu'il est aujourd'hui, non, il convient pas. Je pense que c'est le cas en termes de capacité de calcul disponible, mais c'est également peut-être le cas, en tout cas ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, en termes de processus d'accès. En fait, quand on veut entraîner un gigamodèle, on a besoin d'arrêter, enfin de bloquer une tranche du supercalculateur, de manière, sur le temps long, entre 3 et 6 mois, et ça ça veut dire qu'il faut adapter les modes d'accès à Jean Zay, pour la spécificité liée à l'entraînement des gigamodèles. Et donc c'est un sujet sur lequel on travaille avec le GENSI qui opère Jean Zay. Alors, je vois une petite question sur l'AAP commun numérique. Je vous invite à recontacter BPI France pour plus de précisions. On a aussi fait un webinaire. La vidéo doit être disponible. Si vous avez des questions, il y aura toutes les réponses. Et si jamais elles n'y sont pas, envoyez-nous un mail et on y répondra. Il y a une adresse générique. Il y a une question intéressante. Y a-t-il des différences de positionnement entre la France et l'Europe autour de la stratégie en IA, ou est-ce qu'il y a une réponse finalement un peu qui va dans la même direction? Moi, j'ai l'impression comme je dis, c'est assez aligné, hein, donc on va bien dans la même direction. Je dirais que les principaux débats que l'on a aujourd'hui avec nos partenaires européens, c'est plutôt autour de la réglementation de l'intelligence artificielle. Mais sur la partie vraiment politique industrielle, j'ai l'impression qu'il y a un bon alignement. Et alors justement, tiens, puisqu'on en parle sur cette question un peu de réglementation, où est-ce que ça en est côté Europe, et quelle est la position de la France, particulièrement avec l'IA générative qui peut-être Mmh. change un peu la donne? Alors vous savez qu'on est rentré en phase de trilogue, en juin, 2023. Donc trilogue, c'est la dernière étape, suite à la remise de la version du Parlement. Donc là, c'est, le Parlement, le Conseil de l'UE et la Commission européenne qui se mettent ensemble pour converger vers la version, finale du texte. Et donc dans la version du Parlement, la dernière version qui a été publiée, c'est une version qui est arrivée après, le buzz ChatGPT, et donc qui intègre des éléments, sur les modèles de fondation, sur, davantage d'éléments sur les IA d'usage général, et cetera. Et les débats, ils tournent énormément autour de ces nouvelles dispositions aujourd'hui. La position qui est défendue par la France, c'est qu'on veut absolument conserver la neutralité technologique du texte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, de raison a priori, enfin neutralité technologique, c'est-à-dire on ne on
on ne vise pas une technologie en particulière, on se concentre sur les usages de l'IA. Et en particulier, en fait, on s'intéresse aux applications à haut risque de l'intelligence artificielle et à la sûreté de fonctionnement de l'IA. Ça, c'était vraiment l'origine, l'idée initiale du texte, et la Commission européenne avait travaillé pendant 2 ans sur le sujet. Il fallait sortir un texte qui fixait un cadre de confiance pour les applications de l'intelligence artificielle dans les applications à haut risque. On s'intéresse aux usages et on ne fait pas de spécificité en fonction de la techno. Le problème de faire des spécificités en fonction de la techno, c'est qu'en fait, la techno, elle évolue extrêmement rapidement, et c'est d'ailleurs particulièrement le cas en ce moment, où on a un nouveau modèle d'IA génératif qui sort tous les 2 jours. Et donc, voilà, ça veut dire qu'on risque d'avoir un texte qui est obsolète assez rapidement. En fait, le point de vue de la France, c'est tout simplement de se dire, une IA générative, si elle est appliquée dans un domaine d'application à haut risque, effectivement, elle doit totalement être régulée par les IA. Par contre, une IA générative qui ne concerne pas une application à haut risque, il n'y a pas de raison qu'elle rentre dans le cadre de l'AI Act. De la même manière, c'est un peu la même chose pour les modèles de fondation et les IA d'usage général. DeepL, sans vouloir faire de pub à une boîte qui ne serait pas française, DeepL, une boîte allemande qui fait de la traduction automatique et qui est utilisée par beaucoup de personnes, c'est une IA d'usage général. On pense pas que DeepL ait vocation à être couverte par l'AI Act. C'est un outil qu'on utilise dans la vie de tous les jours, qui a priori ne concerne pas des applications à haut risque. Si par contre quelqu'un voulait récupérer DeepL pour faire de la traduction automatique, de diagnostic médical, donc voilà, donc là on est complètement dans une application à haut risque. Bien sûr, la personne qui ferait ce choix-là, qui utiliserait DeepL pour cette application médicale, lui devrait faire l'objet d'une évaluation de conformité dans le cadre de l'AI Act. Mais DeepL en lui-même, qui propose ce traducteur automatique, n'a pas vocation à être couvert. Donc c'est un peu notre approche aujourd'hui, c'est pas de régulation spécifique quand c'est pas dans des applications à haut risque pour l'IA générative, pour les modèles de fondation, pour les IA d'usage général. Voilà. Après, un autre point auquel on tient, là c'est plutôt pour le bon fonctionnement, on va dire, de ces évaluations de conformité, c'est que on veut pas que les IA Act servent à patcher toutes les défaillances des réglementations européennes existantes. En gros, avec l'essor de l'IA générative, si on pense que le RGP, enfin sur les données personnelles, il y a un problème, ou en tout cas un sujet, de la même manière sur les droits d'auteur, les droits voisins, etc. S'il y a des sujets associés à ces problématiques, il faut que ce soit traité dans les textes réglementaires européens correspondants. Il ne faut pas que ce soit traité dans l'AI Act. L'AI Act, c'est la sûreté de fonctionnement de l'IA. Le problème, si on met tout dans l'AI Act, c'est que un développeur de technologie d'IA qui voudrait se mettre en conformité, par exemple, à des exigences de données personnelles, il serait obligé d'aller à la fois regarder l'AI Act et le RGPD. Si c'était sur se mettre en conformité avec la cybersécurité, il devrait regarder l'AI Act, la réglementation européenne sur la cybersécurité et les exigences verticales par rapport à leur domaine d'application, etc. Et ça va être un enfer pour les développeurs de technologies d'IA. Donc vraiment, c'est un texte par rapport à un périmètre, et c'est ce qu'on aimerait maintenir. Une petite question, si on parle de chaîne de valeur, on voit actuellement que la stratégie quand même se positionne sur plusieurs éléments de la chaîne de valeur, que Mmh. ce soit du modèle, donc à travers la plateforme numérique notamment, de la base de données, de l'infra, un peu d'usage. Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer à moyen, long terme une priorisation d'un élément de la chaîne de valeur, ou est-ce qu'on va rester comme ça Mmh. Ouais, très bonne question. Alors, comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'il faut distinguer le business de l'IA et le business par l'IA. Nous, notre priorité, ça apparaît dans le titre de la phase 2, hein, diffusion de l'IA dans l'économie. Notre priorité, c'est le business par l'IA. C'est l'intégration de l'IA dans nos entreprises, mais parce que c'est là où on maximise l'impact sur la balance commerciale de la France. C'est là où finalement la production de valeur est maximisée. Mais par contre, c'est extrêmement bénéfique pour le business de l'IA. C'est-à-dire que, comme on le disait, le meilleure chose qu'on peut amener à notre écosystème de développeurs d'IA, c'est finalement de leur créer un marché qui vont permettre d'accélérer leur développement de solutions d'IA. Donc, notre objectif, clairement, à 10 ans, ce serait d'être le premier pays au monde sur la production de valeur par l'intelligence artificielle. Et bien sûr, il y a un autre enjeu qui est extrêmement important, c'est d'assurer notre autonomie stratégique. C'est-à-dire que sur chaque élément de cette chaîne de valeur que tu as évoqué, on veut s'assurer qu'on dispose au moins une ou deux solutions. Il n'y a pas besoin d'en avoir 1000, mais au moins une ou deux solutions pour faire face à toutes les situations de relations internationales qui pourraient se présenter. Et donc, typiquement, sur l'IA,
l'IA générative, voilà, quand il y a eu le buzz de ChatGPT, on n'avait pas tant d'acteurs que ça positionnés sur les LLM, pas tant d'acteurs que ça positionnés sur les modèles de diffusion. Il faut absolument qu'on ait sur chacun de ces éléments au moins un ou deux d'acteurs excellents, nos champions français des LLM et des modèles de diffusion qui sont en mesure d'assurer notre autonomie stratégique. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup également. Super, très clair. Bon, on arrive à la fin. 45 minutes de passé. Super intéressant. Merci Guillaume pour ta participation, puis pour ta présentation et tes réponses à nos questions. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter, que ce soit BPI France ou éventuellement directement la stratégie. Il y a pas mal d'appels à projets ouverts. Je pense que tout le monde peut être concerné à différents niveaux de la chaîne de valeur, encore une fois. L'État met beaucoup de moyens sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous renseigner et à envoyer des mails. Beaucoup de choses sont faites pour les entrepreneurs et les chercheurs autour de l'IA. Merci beaucoup Vincent, merci à tous. Merci à tous. À bientôt.